Ok, alors je pense on commence. Donc, bienvenue tout le monde pour ce webinaire de ce matin sur l'intelligence artificielle. Mon nom est Tom Ellinger, je suis conseiller innovation à la Chambre des métiers et ensemble avec Monsieur Thomas Friedrich, on va vous présenter ce matin ce sujet très intéressant sur comment les entreprises peuvent implémenter une IA souveraine en entreprise et également déployer des agents autonomes qui aident vos employés et vous-même dans vos travaux. Donc pour commencer, euh, on aura une petite introduction de ma part, mais vraiment brièvement, et puis ce sera à Monsieur Friedrich de vous présenter le vif du sujet, et puis à la fin, on aura une session questions-réponses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, et peut-être qu'on va aussi, pendant la présentation, avoir avec Monsieur Friedrich déjà euh, introduire quelques questions. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le service IANFIRC, nous, on a trois piliers où on est actif. Une fois le conseil individuel. Donc, si vous avez des questions sur des projets ou vous souhaitez réaliser des projets digitaux ou décarbonation, on est là pour vous conseiller. Donc, on vient en entreprise, on vous conseille sur le sujet, mais également sur les différentes aides étatiques. On a, comme aujourd'hui, les ateliers, conférences et webinaires qu'on organise tout au long de l'année. Et puis, à la fin encore, nos différents articles, informations, brochures que vous trouvez sur notre site web et sur le site de la Chambre des métiers. Et puis, pour un peu vous donner un petit, astuce, pour l'intelligence artificielle, il y a une nouveauté. Les SME Packages, qui étaient désormais avec trois volets digital, sustainability et service, euh, oui, ont été ajoutés d'un package qui s'appelle le SME Packages IA ou AI, qui souhaite, oui, favoriser l'intégration de solutions IA dans les entreprises et comme par ce biais peut-être faciliter pour les entreprises cette implémentation. Il y aura une subvention forfaitaire de 70% sur un projet entre 3 000 € et 25 000 € hors TVA. Et c'est le service IANFIRC de la Chambre des métiers qui s'occupe du secteur de l'artisanat. Et si vous faites partie du commerce, c'est la House of Entrepreneurship qu'il faudra contacter. Donc, si par après vous dites, ben, moi je veux me lancer, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous aider au mieux. Et puis, voici nos données de contact, comme ça vous sachez à qui vous redresser. Et puis, moi je termine et je vous donne la parole à Monsieur Friedrich. Merci beaucoup, Tom. Bonjour à tous. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Je vais partager tout de suite mon écran. Hop, Tom, tu me confirmeras si vous avez bien ma présentation en live. Ça va, ça marche. C'est tout bon? C'est tout. Ok. Bon, bah, super. On attaque, donc on a une bonne heure ensemble sur le sujet de l'intelligence artificielle, comme l'a dit Tom, avec ensuite quelques questions-réponses. Voilà, vous pouvez commencer déjà à les poser dans le chat. Je pense que Tom, si tu arrives à me supporter, si tu vois des questions arriver, me les transmettre, ce sera parfait. Euh, on attaque tout de suite. Donc les agents autonomes, une approche d'IA souveraine, sécurisée. L'idée, c'est d'avoir une approche en entonnoir sur la prochaine heure. Donc commencer sur une vision assez générale. Avec quelques statistiques, quelques constatations de ce qui est en train de se passer autour de l'intelligence artificielle. Et puis l'idée, c'est d'aller ensuite sur des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus précises, autour notamment de use cases. Donc je vais essayer de vous présenter quelques use cases qu'on a déjà réalisés. Et peut-être, si j'ai encore le temps à la fin, de vous montrer quelques exemples d'usage, donc de façon très très concrète sur une plateforme souveraine, de la manière dont certains agents peuvent travailler et interagir entre eux. Donc je garderai ça pour la fin et je vais essayer de vous montrer un petit peu
ce qu'on peut faire aujourd'hui. Pour commencer, donc Thomas Friedrich, moi je suis un entrepreneur, ça fait un peu plus de 15 ans que je crée des startups au Luxembourg, à l'étranger ensuite, donc avec des filiales à l'étranger. 15 ans dans le domaine de la tech, 15 ans dans le domaine de l'intelligence artificielle à travers plusieurs initiatives, que ce soit dans les fintech, la mobilité électrique, le spatial. Et donc aujourd'hui, je suis cofondateur et CEO d'une société qui s'appelle The Artificial Business. The Artificial Business, c'est une entreprise qui a été créée l'année dernière, officiellement, même si ça fait maintenant un peu plus de 2 ans qu'on travaille dessus, qui est partie d'une constatation simple. En faisant des conférences, des keynote speech à la Chambre de commerce et dans les différentes entités à Luxembourg, je me suis assez vite rendu compte qu'il y avait un vrai changement autour de l'intelligence artificielle. Le premier, c'est que l'intelligence artificielle est de moins en moins un sujet tech. Pendant 10 ans, j'ai essayé de faire de l'évangélisation autour de l'IA. J'ai essayé d'expliquer aux entreprises et aux administrations publiques à quel point l'IA était un outil intéressant, important, qui avait des grandes évolutions et qu'on allait vraiment rentrer dans cette nouvelle révolution. Mais je vais être honnête avec vous, hein, pendant longtemps, je me suis énormément fatigué pour peu de résultats. L'intelligence artificielle n'était pas vraiment un sujet qui passionnait les foules. Les applications, faut aussi l'admettre, étaient relativement limitées. Les investissements nécessitaient des très gros investissements pour lancer des projets d'IA. Donc, pendant longtemps, je me suis battu parfois un petit peu seul autour de cette thématique. Depuis 3 ans, depuis 2 ans et demi, 3 ans, avec l'arrivée de cette nouvelle forme d'intelligence artificielle qui est l'IA générative, notamment à travers cet outil que tout le monde connaît et que tout le monde a adopté extrêmement rapidement, qui est ChatGPT, on s'est rendu compte qu'il y a une vraie accélération et qu'il y a une vraie adoption de l'intelligence artificielle pour tout type d'entreprise, tout type d'activité. Et là, il y a un vrai changement finalement dans l'approche. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, pendant longtemps, quand je parlais d'intelligence artificielle, on avait tendance à me renvoyer plutôt vers les gens de la tech, vers les CTO, en disant bon, allez les geeks, allez faites des projets ensemble et si vraiment vous trouvez quelque chose de très intéressant, à ce moment-là, on pourra en discuter. Depuis 3 ans, il y a un vrai changement, comme je vous le disais. Les profils aujourd'hui des personnes qui s'intéressent à l'intelligence artificielle, c'est de plus en plus, et peut-être même essentiellement aujourd'hui, plutôt des gens du business, plutôt des CIO, plutôt des managers. Et ça fait vraiment un bouleversement dans l'approche. Donc, encore une fois, le sujet technique est de moins en moins au cœur des débats de l'intelligence artificielle. La vraie question qui se pose aujourd'hui à l'ère de l'IA, c'est son adoption. Comment la déployer de façon efficiente dans une entreprise? Quels sont les use cases? Quels sont les choix stratégiques qu'il faut faire et sur lesquels il faut être vigilant? Et c'est vraiment ça que je vais essayer de vous partager. Pendant les 3 dernières années, j'ai eu beaucoup de retours similaires autour de l'intelligence artificielle. Je présentais des outils d'IA génératifs comme ChatGPT et des dizaines, peut-être même des centaines de fois, j'ai des CIO et des managers qui sont venus me voir en disant OK, on comprend très bien l'impact que peut avoir l'intelligence artificielle générative sur les organisations. On imagine très bien le gain de productivité, le gain d'efficience, le gain dans la relation client. Donc, OK, tout ça, on le comprend bien, mais tu nous présentes des outils comme ChatGPT et c'est pas du tout adapté au monde professionnel. C'est pas adapté pour des raisons à la fois stratégiques et à la fois réglementaires. Stratégique parce que bah oui, clairement, je vais pas injecter mon pipe commercial dans ChatGPT. Je vais pas mettre de la documentation stratégique dans ChatGPT. Donc de ce point de vue-là, on peut pas l'utiliser. Et puis d'un point de vue réglementaire, je vais pas non plus injecter des données personnelles. Je vais pas injecter ou l'utiliser pour travailler sur mes données RH. Je peux pas partager des noms, des numéros de téléphone, des adresses email de certains de mes clients parce que ce serait pas compliant avec le RGPD. Donc, en gros, la technologie qui est présentée, elle est top, on la comprend, on voit bien l'impact qu'elle peut avoir, mais les outils qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché, qui sont plutôt des outils grand public, bah, ça correspond pas du tout aux attentes des entreprises. Et partant de cette constatation-là, donc il y a un peu plus de 2 ans maintenant, avec mon cofondateur Léo Benkel, qui lui a passé plus de 10 ans dans la Silicon Valley, qui a une très forte expérience dans les systèmes multi-agents d'IA, on a décidé de construire une plateforme sécurisée, une plateforme 100% luxembourgeoise qui peut se déployer directement sur l'infrastructure des clients, donc sur les propres serveurs du client,
Et cette plateforme-là va permettre d'orchestrer, de faire fonctionner des agents d'intelligence artificielle. Donc c'est une approche qu'on appelle on-premise. Donc c'est l'idée de vraiment déployer la plateforme, de déployer les intelligences artificielles dans un environnement complètement sécurisé et qui permet à toute entreprise de pouvoir exploiter le full potentiel de l'intelligence artificielle sans prendre aucun risque stratégique ou réglementaire. Et ça, c'est une vraie approche spécifique de l'IA. Aujourd'hui, il y a quand même encore peu d'entreprises qui sont capables de proposer ce type de solution. Donc, c'est un vrai avantage qu'on est capable de proposer depuis le Luxembourg aux entreprises européennes, luxembourgeoises en premier lieu, mais européennes ensuite, et de permettre, voilà, d'avoir une vraie approche souveraine qui permette de garantir le bon usage de l'intelligence artificielle. Je vous montrerai tout à l'heure, d'ailleurs, de façon très concrète, comment ça fonctionne. Petite introduction très rapide. Alors rassurez-vous, je vais passer très très vite sur ces éléments-là, mais l'idée c'est de vous redonner quelques éléments de contexte et surtout quelques idées que je veux partager. Vous voyez en gros les 4 grandes révolutions industrielles. Ce qui nous intéresse essentiellement, c'est de se concentrer sur les 2 dernières. Vous voyez automatisation, vous pouvez remplacer automatisation par digitalisation pour mieux cerner le concept. Ce que je veux déjà vous partager comme réflexion autour de ce slide, c'est qu'en fait, il y a un lien extrêmement important et il y a une continuité entre la digitalisation et l'intelligence artificielle. Pendant très longtemps, je parlais d'une révolution digitale. Aujourd'hui, j'ai remis un petit peu ça en cause. Ma conviction, c'est plutôt que l'ère du digital a plutôt servi à préparer la réelle révolution qui est celle de l'intelligence artificielle. Et pourquoi elle a permis, ça a été une phase de préparation, tout simplement parce que pour créer une intelligence artificielle ou pour exploiter l'intelligence artificielle, il y a un prérequis essentiel, c'est d'avoir de la data, d'avoir même beaucoup de data. Et donc, forcément que si une entreprise n'a pas fait cette étape de digitalisation, n'a pas mis en place un CRM, n'a pas déployé un ERP, n'a pas ces données disponibles potentiellement dans un cloud, bah forcément que l'intelligence artificielle ne pourra donc pas la consommer. Et donc, bah, ce sera impossible de déployer de l'intelligence artificielle. Donc, digitalisation amène de la data dans l'entreprise et cette data ensuite va permettre d'alimenter des intelligences artificielles qui, elles, vont apporter de la vraie valeur ajoutée. Donc ça, c'est le premier point que je voulais vous partager. Pas d'IA sans digitalisation. C'est donc essentiel d'accélérer sur la thématique de la digitalisation pour ensuite passer sur la phase d'intelligence artificielle. Deuxième constatation, et celle-là, elle est un petit peu plus macro-économique, on va dire, mais elle me paraît importante quand on parle d'intelligence artificielle souveraine. Je caricature un petit peu, mais on n'est pas loin de cette réflexion-là. Suivant l'endroit dans lequel vous habitez dans le monde aujourd'hui, vous ne vivez pas au même siècle. Alors c'est caricatural, mais encore une fois, c'est pas très loin d'être vrai. En gros, si on est en Europe, on est encore en Europe ou en Afrique, on est encore largement au XXe siècle, à l'ère de la digitalisation. Euh, la chambre des métiers, la chambre de commerce pousse d'ailleurs les entreprises encore dans des phases de digitalisation. Alors que si vous êtes aux États-Unis ou en Asie, vous êtes déjà massivement à l'ère de l'intelligence artificielle. Cette constatation-là, elle est intéressante de plusieurs points de vue, mais elle fait un lien avec ce que je vous disais au préalable, pas d'IA sans digitalisation. Et pourquoi on est dans cette situation-là aujourd'hui à l'échelle mondiale? C'est tout simplement parce que ça fait une bonne trentaine d'années maintenant que massivement on transfère nos données européennes vers les États-Unis et notamment vers des géants de la tech qu'on a largement participé en tant qu'Européens à construire. En les alimentant depuis 30 ans avec l'ensemble de nos données, on a participé à construire ce qu'on appelle aujourd'hui les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et les autres. Ils ont pu capitaliser, ils ont pu grandir en utilisant nos données, en créant de la valeur sur nos données. Et aujourd'hui, ils utilisent ces mêmes données pour créer des modèles d'intelligence artificielle qui nous recommercialisent. Donc ça veut dire qu'on est finalement extrêmement dépendant des plateformes US. On l'a été pendant toute la phase de l'ère digitale et malheureusement on est en train de reproduire ce même modèle à l'ère de l'intelligence artificielle. C'est là que la question de la souveraineté à l'ère de l'IA rentre en compte et c'est là qu'il va falloir effectivement en Europe essayer d'agir. Je vous partage quelques statistiques rapides autour de l'intelligence artificielle générative. C'est quelques statistiques qui, à mon sens, dépeignent un certain contexte et démontrent l'adoption extrêmement rapide de cette technologie sur les derniers mois. Lors d'une conférence d'Emmanuel Vivier à Luxembourg l'année dernière, il a partagé ces chiffres que je trouve particulièrement intéressants.
En 2023, 70% des organisations disaient explorer l'intelligence artificielle. En 2024, 88% ont un plan focus. En 2025, aujourd'hui, et on le constate sur le marché, on commence à voir des projets d'expérimentation passer en production. Et ça, c'est en soi déjà une révolution. Aucune technologie n'a été adoptée aussi rapidement par les entreprises. Donc ça dénote bien qu'il y a une prise de conscience et que qu'aujourd'hui, on voit que l'intelligence artificielle peut avoir un impact extrêmement fort sur les organisations et que c'est une vraie question derrière de survie puisque si un concurrent adopte des solutions d'intelligence artificielle, ben, il va y avoir une longueur d'avance. Et donc c'est essentiel que toutes les organisations, toutes les entreprises puissent évoluer en même temps pour ne pas disparaître. Je vous partage une autre statistique, une étude de Gartner qui interviewe des CIO et qui leur pose la question de quelle technologie va être la plus disruptive, laquelle va impacter le plus leur société dans les 3 prochaines années. Et comme vous pouvez le constater sur ce slide, l'IA est largement devant. Donc, à peu près tous les CIO sont d'accord pour dire que la technologie la plus impactante sur les 3 prochaines années, ce sera l'intelligence artificielle. Au-delà de cette constatation, ce qui est assez intéressant, c'est de le mettre en parallèle avec les autres thématiques dont on entend parler quasiment tous les jours. La digitalisation, les CRM, le cloud, les ERP. Bref, c'est toutes des technologies dont on a l'impression qui est vraiment au cœur des préoccupations des CIO, qui nécessitent et qui englobent beaucoup d'investissements aujourd'hui. Et finalement, bah, on se rend compte que en termes de perception, ça n'est absolument pas comparable avec l'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant à tirer aussi comme enseignement de ces statistiques, c'est qu'en fait, on se rend compte que bah, finalement, toutes les technologies autour de la digitalisation sont nécessaires. À travers ces chiffres-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'investissement, mais ça veut juste dire qu'en fait, l'attente autour des technologies du digital, que ce soit les ERP, les CRM, les clouds, bah, finalement, encore une fois, c'est juste un prérequis, c'est juste une étape nécessaire pour aller vers la vraie révolution, qui est celle de l'intelligence artificielle, et c'est ça finalement qui se cache derrière les chiffres qu'on peut observer. Si les CIO considèrent que c'est l'intelligence artificielle qui est la plus disruptive, c'est la même chose pour les collaborateurs. Une étude de Deloitte fin 2023 a fait ce même travail et a interviewé des collaborateurs dans des grandes entreprises. Et on se rend compte que 80%, 79 pour être précis, des personnes interviewées estiment que la generative AI sera la technologie qui va le plus bouleverser leur organisation dans les 3 prochaines années. Donc, que ce soit au niveau du management ou que ce soit au niveau des collaborateurs, à peu près tout le monde est aligné pour dire que oui, c'est une technologie qui va complètement changer, qui va être un vrai game changer sur le marché et très 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 rapidement. Ce qui est assez intéressant, c'est de mettre en fait cette statistique en parallèle d'une deuxième partie de l'étude, parce que sur ces 80% qui estiment que l'IA c'est un raz-de-marée, c'est pas une vague hein, de l'IA, c'est vraiment un raz-de-marée qui va nous arriver très rapidement dans le monde de l'entreprise. Ben, finalement, il y a une personne sur deux qui estime aussi ne pas être assez éduquée, ne pas être assez formée à cette forme d'intelligence artificielle. Donc, c'est un premier élément à prendre en considération et qui me paraît absolument essentiel. C'est que oui, il y a quelque chose qui est en train de se passer, ça va s'accélérer dans les mois à venir, mais c'est aussi extrêmement important d'éduquer, de former, d'acculturer à cette forme d'intelligence artificielle, parce que si on considère que l'ensemble des collaborateurs vont être à court terme confrontés à l'intelligence artificielle, bah, le minimum, c'est qu'ils comprennent ce que c'est, qu'ils en comprennent les usages, les risques, ce qu'on peut faire avec l'IA, ce qu'on ne peut pas faire avec l'IA, et d'avoir une approche finalement responsable de l'intelligence artificielle. Ça nécessite aussi bah, de rassurer aussi les collaborateurs. Il y a beaucoup de questions autour de l'intelligence artificielle. Je passe ma vie à essayer d'y répondre, que ce soit des questions autour de ben, est-ce que je vais perdre mon job, est-ce que l'IA va remplacer les humains, toutes ces questions-là. Finalement, c'est des questions qu'il faut prendre le temps de traiter, et c'est vraiment important, encore une fois, d'éduquer, de former autour de cette thématique. Donc vous le voyez, à peu près tout le monde est d'accord pour constater que l'intelligence artificielle, c'est une approche complètement disruptive, qu'il y a un impact absolument énorme, que ce soit au niveau des managers, que ce soit au niveau des collaborateurs. Mais il y a Harvard qui s'est dit, OK, est-ce que Harvard et Boston Consulting Group qui se sont dit, OK, est-ce que c'est une perception du monde de l'entreprise, finalement, l'intelligence artificielle, ou est-ce qu'il y a vraiment un impact concret? Est-ce que vraiment on est capable aujourd'hui de mesurer l'impact de l'intelligence artificielle sur la productivité, l'efficience, la qualité
du travail des collaborateurs. Et donc, ils ont mené cette étude en mettant en opposition deux panels de collaborateurs, un à qui on a donné des outils d'intelligence artificielle, l'autre non, et on a essayé de mesurer la différence entre les deux. Et comme vous le voyez là, le panel qui a utilisé l'intelligence artificielle a réussi à faire en moyenne 12% de tâches en plus. Ils ont fini 25% plus vite leurs tâches et la qualité supérieure de leurs travaux était de 40%. Donc c'est intéressant de voir à quel point l'IA a effectivement un impact sur la productivité, sur l'efficience de l'entreprise. Et ça permet derrière ces chiffres-là de se projeter un petit peu et de se dire, bah, demain, quelle entreprise acceptera de passer à côté de ses gains, de ses bénéfices? Et c'est une vraie question. Et à partir de là, on peut considérer que personne ne pourra, si bien sûr il souhaite survivre sur son marché, personne ne pourra passer à côté de l'intelligence artificielle parce que personne ne pourra passer à côté de ces gains qui sont significatifs. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est de mettre en parallèle avec une deuxième partie de cette même étude qui démontre aussi que finalement, ces gains-là sont plutôt observés sur des publics de seniors dans l'entreprise et ils sont un petit peu moins importants sur des publics juniors. Ce qui pourrait être assez contre-intuitif puisque on peut se dire, OK, les juniors sont peut-être d'une génération plus adaptée à l'intelligence artificielle, ils ont des meilleures interactions avec l'intelligence artificielle. Et finalement, en fait, tout ça s'explique assez simplement par la qualité et la construction des prompts. À partir du moment où on est senior, si ça fait 20 ans que je travaille dans une organisation et que ça fait 20 ans que je fais les tâches manuellement, finalement, ça va être assez simple pour moi de construire un prompt, donc de construire des instructions à l'intelligence artificielle qui soient précises, qui soient claires, qui soient avec des étapes bien construites. Donc, ça va être assez simple, en fait, de retranscrire la problématique de base et les différentes étapes pour réussir à résoudre le problème quand je l'ai fait pendant 20 ans à la main. Ça va être beaucoup plus compliqué si ben, je fais un job depuis 2 ans et que je maîtrise beaucoup moins le sujet. J'aurai beaucoup plus de mal à expliquer à l'intelligence artificielle ce qu'elle va devoir réaliser, comment elle va devoir le réaliser, quelles étapes elle va devoir respecter, quelle méthodologie elle va devoir appliquer, et surtout de pouvoir la corriger si l'intelligence artificielle se trompe ou prend des mauvaises directions. Donc c'est une petite constatation intéressante et là encore la formation revient au cœur du sujet. Alors il y a les questions on les garde pour tout à l'heure. Tom, il y a pas de questions pour le moment? Alors, il y a une, comment peut-on quantifier la qualité du travail en pourcent? Comment peut-on quantifier la qualité du travail en pourcent? Oui, Alors, pour le coup, les détails de la quantification fait partie de l'étude, donc je pourrais vous la partager ou l'ajouter à la présentation qui vous sera partagée. J'ai plus en tête la manière dont ils ont construit la qualité du travail, mais ils ont en fait posé des KPI de mesure assez simples sur cette qualité. Donc, je vous partagerai le détail puisque toute la construction a été partagée dans l'étude. Donc, je pourrais vous donner la manière dont ça a été construit, les outils de mesure. La qualité du travail peut être mesurée vraiment de plein de manières différentes. Tout dépend des tâches qui ont été mesurées. Euh, donc je vous le partagerai assez facilement ces éléments-là. Pour continuer, donc je vous ai donné un petit peu le contexte général, je vous ai montré un petit peu l'impact positif que peut avoir l'intelligence artificielle sur les organisations et l'importance d'adopter le plus rapidement possible l'IA. Maintenant, je voudrais vous aborder les points qui sont un petit peu plus sensibles autour de l'intelligence artificielle, et notamment quand on contrôle pas ou qu'on contrôle mal l'IA. Et voilà ce qui peut se passer. En fait, la création de The Artificial Business, notre entreprise qui promeut et qui déploie de l'intelligence artificielle générative dans les entreprises luxembourgeoises, elle est partie essentiellement de 7 statistiques. Fin 2023, 68% des salariés en France admettaient utiliser l'intelligence artificielle générative sans en informer leur manager. Ce chiffre-là a largement évolué et a beaucoup grossi depuis d'ailleurs.
Cette constatation-là, en général, c'est une constatation qui fait plutôt sourire, mais en fait, ce qui se cache derrière, c'est pas tellement amusant. Pourquoi c'est pas amusant? Parce qu'en fait, derrière ce chiffre de presque 70% d'utilisateurs sans en informer leur manager, ça veut dire que ces collaborateurs-là utilisent massivement leur compte personnel d'IA générative et essentiellement de ChatGPT. Faut pas se voiler la face. Donc, essentiellement, c'est leur compte personnel ChatGPT qu'ils utilisent pour faire des tâches pour l'entreprise. Et parallèlement à ça, la majorité utilise des comptes gratuits. Alors, je vais pas vous refaire le cours de marketing classique, mais si c'est gratuit, c'est vous le produit. Autrement dit, tout l'enjeu pour OpenAI sur des comptes gratuits, ça va être de collecter la data, d'utiliser la data pour réentraîner leur modèle. Donc le risque derrière cette statistique-là, c'est que vous avez dans les entreprises aujourd'hui des collaborateurs qui utilisent ChatGPT, qui utilisent leur compte gratuit, qui vont injecter de la donnée à l'intérieur, qui vont injecter de la donnée stratégique ou de la donnée personnelle. Il va injecter peut-être, il va utiliser l'outil pour faire une offre commerciale, il va utiliser l'outil pour drafter un email avec des informations sensibles à l'intérieur, avec des données personnelles. Bref, le problème derrière tout ça, c'est qu'en fait, l'entreprise ne sait absolument pas quelles données est utilisée pour alimenter le modèle de ChatGPT. Et ça, c'est un risque extrêmement important pour les entreprises. Alors que ce soit d'un point de vue stratégique, ça c'est bien sûr un des premiers risques. D'ailleurs, Siemens avait fait il y a quelque temps une étude de cybersécurité où ils avaient une équipe qui a uploadé des documents dans ChatGPT, des documents fictifs, hein, bien sûr, autour de la commercialisation de licorne, je crois. Et il y avait une autre équipe qui, elle, avait pour mission d'essayer de récolter les informations qui avaient été uploadées. Et les résultats étaient réels. L'autre équipe a vraiment réussi à récolter des informations qui avaient été uploadées sur le business des licornes. Donc on se rend bien compte que la data est massivement utilisée pour l'entraînement des modèles et qu'effectivement, elle peut ressortir chez un de vos concurrents potentiellement. Donc c'est un risque de compétitivité, c'est un risque stratégique pour les entreprises. Le deuxième risque, il est clairement lié au RGPD, et là c'est un risque réglementaire et juridique. C'est de la donnée personnelle et vous ne pouvez pas l'injecter dans un outil comme ChatGPT. Encore une fois, vous pourrez pas non plus dire, bah, c'est pas moi, c'est mon collaborateur, j'en savais rien. Vous avez, vous, dans les entreprises, la responsabilité de la data que vous stockez, que vous traitez, et par conséquent, pour un mauvais usage, vous pouvez être lourdement condamné, euh, notamment par la CNPD. Donc cette question d'intelligence artificielle, de l'usage de l'intelligence artificielle professionnelle, elle est vraiment centrale. Il faut être capable d'avoir une approche cohérente, stratégique, sécurisée pour se prémunir des risques de fuite de data. Souvent, quand je fais des interventions, parce que je fais aussi beaucoup de formations autour de l'IA dans les entreprises, j'ai pas mal de collaborateurs qui me disent oui, mais nous, on a mis en place une policy. Alors, je vais être sincère avec vous, la policy, ça reste du déclaratif et c'est pas ça qui arrête les collaborateurs, c'est pas ça qui les empêche de partager de la donnée. J'ai déjà eu des membres de board qui me disaient, oui, on a déployé une policy interne sur l'usage de l'IA, mais je l'admets, moi je l'ai respecté pendant 15 jours et j'ai arrêté parce que il fallait faire de l'anonymisation de documents et que si je commence à anonymiser tous les documents, finalement, autant que je fasse le travail à la main. Donc on voit bien que la policy a forcément ses limites en termes de sécurité. D'autres m'ont dit, bah nous c'est pas compliqué, on a interdit ChatGPT en interne. Alors c'est pas non plus une solution en soi, puisqu'aujourd'hui très facilement avec un smartphone, finalement juste en faisant une photo de l'écran, vous pourrez générer à peu près tout ce que vous voulez et les collaborateurs s'en privent pas. Donc je dis pas que c'est inutile de mettre en place une policy et je dis pas que c'est inutile de bloquer un outil comme ChatGPT. Je dis juste que ces deux actions ne suffisent pas à avoir une approche sécurisée de l'IA et il manque une troisième brique. Et ben cette troisième brique, ça va être justement d'être capable de déployer des solutions, ce qu'on appelle on-premise, donc des solutions sécurisées sur les serveurs de l'entreprise qui vont permettre à ce moment-là de plus du tout avoir de fuite de données vers l'extérieur. Les données sont sur les serveurs de l'entreprise, les intelligences artificielles sont sur les serveurs de l'entreprise, et donc à ce moment-là, finalement, même la policy devient quasiment inutile puisque vu qu'il n'y a aucune fuite de données extérieures, on va pouvoir uploader n'importe quel type de document, on va pouvoir mettre n'importe quelle information sensible, on va pouvoir mettre de la donnée personnelle, travailler sur de la donnée personnelle sans aucun risque, puisque, encore une fois, aucune donnée n'est amenée à quitter l'infrastructure de l'entreprise.
Donc en travaillant sur ces trois piliers, le premier, c'est de déployer un outil sécurisé, efficace à l'intérieur de l'entreprise pour ses collaborateurs, mettre en place une policy et bloquer ChatGPT. À ce moment-là, effectivement, on va commencer à avoir un trio gagnant. Pendant longtemps, j'étais assez dur avec les collaborateurs qui envoyaient tout et n'importe quoi dans ChatGPT, même après les formations que je donnais. Donc je me disais, mais c'est dingue, je leur ai expliqué les risques, je leur ai expliqué le danger de faire ça, et pourtant ils continuent à le faire. Aujourd'hui, j'ai compris quand même quelques éléments. C'est qu'en fait, il faut pas se voiler à la face. C'est humain d'utiliser l'IA pour une raison particulière. C'est qu'en fait, quand vous mettiez 8 heures, 6 heures, 4 heures à faire un travail et que du jour au lendemain, on vous montre qu'on peut le faire en 20 minutes avec une qualité au moins similaire, voire meilleure, bah, c'est humain de plus vouloir faire marche arrière. Personne intellectuellement acceptera de perdre son temps, puisque si on le refait à la main et qu'on investit les 8 heures, on aura réellement la sensation de perdre son temps, parce que finalement, c'est très bien qu'on peut le faire en 20 minutes. Et ça, c'est vraiment humain. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut, enfin, le fait d'interdire ne suffit pas. Il faut que les entreprises soient capables d'interdire, mais de proposer une solution de remplacement qui puisse garantir l'ensemble de ses intérêts stratégiques et réglementaires. Quelques exemples hein, de problématiques liées à ces grandes plateformes, on va dire des plateformes grand public d'intelligence artificielle. Vous voyez que ChatGPT fait des usages parfois assez complexes ou en tout cas problématiques de la donnée et des données personnelles. Ils ont aussi des problèmes de bugs. Hein. Vous voyez le petit exemple à gauche. Pendant très longtemps, quand on demandait à ChatGPT de répéter en boucle le même mot, en l'occurrence poème, il finissait par sortir des données personnelles. Alors c'est un problème qui a été corrigé depuis, mais on voit bien qu'effectivement il y a pas mal de problématiques. OpenAI, donc la société qui a créé ChatGPT, a subi un data breach, hein, donc des fuites de données, mais ils sont bien gardés de le dire. Ils ont estimé que c'était peut-être pas utile d'annoncer ça trop rapidement. Il y a l'Italie par exemple hein, qui a condamné ChatGPT pour un mauvais usage des datas. Alors, il y a toute la problématique autour de la donnée. Il y a d'autres problématiques, c'est quand dans le monde de l'entreprise, on utilise l'intelligence artificielle sans trop savoir ce qu'on fait. Le risque, c'est ce que vous voyez là en ce moment même, c'est qu'un chatbot mal programmé ou qui a subi une cyberattaque ou pour plein de raisons différentes, il va pouvoir dire pendant plusieurs heures que la société de transport est inutile et peut-être la pire du monde. C'était pas le but à l'origine quand ils ont créé leur chatbot. L'idée était bonne, hein, je vais remplacer mon support client par une IA qui va permettre de répondre beaucoup plus vite et de manière plus efficiente. Mais vous voyez que si c'est mal fait et mal contrôlé, eh ben il y a des vrais risques réputationnels. Je vous donne un autre exemple, c'est Chevrolet au Canada qui a essayé de faire un chatbot en utilisant ChatGPT, hein, donc encore un outil externe à travers des API. Et là, le chatbot de la même manière a dérivé et il a vendu des Chevrolet à 1 dollar. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce cas-là a été jugé au tribunal et le tribunal a considéré que Chevrolet était le provider de l'intelligence artificielle. Il en avait donc la responsabilité légale et que finalement, si son intelligence artificielle a vendu des voitures à 1 dollar, alors le client doit en bénéficier. Donc il y a certains Canadiens qui ont réussi à avoir des voitures à 1 dollar. Tom, pas de questions sur cette partie-là? Alors, il y a une question sur, oui, l'IA a tendance à inventer des choses parfois. Et comment est-ce qu'on peut éviter cela ou est-ce qu'il y a, oui, est-ce qu'on peut l'éviter ou pas? Alors oui, effectivement, hein, l'IA a tendance à avoir ce qu'on appelle des biais. Ça fait partie intégrante du fonctionnement de l'intelligence artificielle. L'éviter à 100%, aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible parce que, encore une fois, on parle d'IA générative et par conséquent, le job de l'intelligence artificielle, c'est de générer. Il y a une raison pour laquelle assez simple d'ailleurs à comprendre, pour laquelle l'intelligence artificielle a tendance parfois à inventer, c'est que tout simplement ce qu'il faut comprendre, c'est que les intelligences artificielles ont été créées, ont été entraînées sur un énorme corpus de data, de données, et ces données, c'est des données de texte.
Donc, OpenAI a collecté le maximum de textes disponibles sur Internet. D'ailleurs, ils communiquent pas sur les chiffres, hein. Certains parlent de 20% des documents et du texte disponible sur Internet, d'autres 30, 40, certains parlent même jusqu'à 50% des données disponibles sur Internet. Donc, toutes ces données textes ont été absorbées pour entraîner le modèle. Le problème, c'est que sur Internet, en fait, vous avez rarement la réponse je ne sais pas. Si vous cherchez dans Google ou vous allez sur une plateforme pour trouver la recette de la Bohnenstoup, bah, vous trouverez jamais je ne sais pas faire la Bohnenstoup. Donc la réponse je ne sais pas n'existant que très peu sur Internet, bah, finalement elle existe aussi très peu dans des outils d'IA générative puisqu'encore une fois ils ont utilisé les données d'Internet pour s'entraîner. Donc c'est une des premières raisons pour laquelle effectivement l'IA dit très très rarement, je ne sais pas. Il y a quand même des moyens et ça fait partie justement du métier de artificial business quand on déploie des agents IA, c'est de faire en sorte de programmer les agents pour essayer d'optimiser cette problématique-là. Donc en exprimant clairement à l'agent que en fait on n'attend pas une réponse à chaque fois et que dans le cas où il n'a pas l'information ou qu'il n'a pas accès à la bonne donnée, à ce moment-là, on va essayer de le pousser à dire je ne sais pas. Mais ça nécessite un petit travail. Voilà, il faut le programmer dans ce sens-là et bien lui expliquer clairement qu'on n'attend pas une réponse à chaque fois. Sinon, encore une fois, le job de l'IA générative, c'est dans tous les cas vous donner une réponse, même s'il ne sait pas. Et donc, dans ce contexte-là, il va l'inventer. Donc globalement, il y a plein d'outils aujourd'hui sur le marché. Je pense que la majorité d'entre vous, vous les connaissez à peu près tous, hein, que ce soit Gemini de Google, que ce soit Perplexity, qui est plutôt orienté pour faire de la recherche, Claude, Anthropic, ou Mistral, qui est un provider français. Français, voilà, avec maintenant des bureaux aux États-Unis, avec des investisseurs du monde entier. Donc, mais en tout cas, c'est une initiative française qui a été lancée il y a 2 ans maintenant, je pense, avec une levée de 500 millions d'euros pour construire un modèle d'intelligence artificielle, donc un LLM, un modèle de langage européen. ChatGPT, bien sûr, qui est le plus utilisé à travers le monde, qui a le plus de fonctionnalités, donc c'est vraiment le leader de ce marché-là. Donc, il y en a plein d'autres. Vous voyez Copilot, GitHub Copilot pour les développeurs, hein, qui aide à écrire du code. Copilot plus sur la partie bureautique. Il y a Continue. Bref, vous avez plein d'outils aujourd'hui d'intelligence artificielle qui se consomment en mode SaaS, hein, donc Software as a Service, donc en ligne directement. Vous prenez un compte et vous allez directement en ligne utiliser ces outils. Petite constatation derrière tous ces outils-là, finalement, on reste encore une fois, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, dans le monde des GAFAM, puisque si vous utilisez ChatGPT, finalement, vous utilisez OpenAI, mais OpenAI, c'est Microsoft. Si vous utilisez Gemini, bah, Gemini, vous êtes sur Google. Si vous êtes sur Copilot, et bah, Copilot, encore une fois, c'est Microsoft. Si vous utilisez Claude, Claude, c'est Anthropic, et Anthropic, c'est Google et Amazon. Derrière Mistral, Microsoft est aussi actionnaire. Donc finalement, encore une fois, en consommant des outils qui sont quand même à l'origine plutôt des outils grand public, peut-être à l'exception de Copilot qui a plus vocation au monde de l'entreprise sur des aspects vraiment purement bureautiques, mais finalement vous utilisez encore massivement les outils américains qu'on utilisait à l'ère du digital. Et encore une fois, ça pose des questions en termes de souveraineté, en termes de protection des données. Ce qui est assez intéressant avec l'avènement de l'intelligence artificielle sur les 3 dernières années, c'est qu'il y a vraiment 2 courants qui ont émergé. Le courant des plateformes privées, comme celle que je viens de vous citer, mais parallèlement à ça, il y a tout un univers autour de l'open source qui a été créé. C'est-à-dire qu'il y a des grandes entreprises qui tout de suite ont dit, bah, plutôt commercialiser le modèle d'intelligence artificielle générative que j'ai créé, plutôt que le commercialiser comme tous les autres en ligne, en mode SaaS, eh ben moi, je vais le mettre à disposition de la communauté en mode open source. Alors, je vais juste essayer de vous expliquer très rapidement finalement ce que c'est que ces modèles open source, parce que c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui autour de l'IA souveraine et sécurisée. Les modèles open source, c'est des modèles qui ont été créés et pré-entraînés, qui ont été entraînés comme les autres sur des très gros volumes de données, de data disponibles sur Internet. Ces modèles-là, ils ont été créés par des très grandes organisations, que ce soit des centres de recherche, que ce soit des grandes entreprises, Meta, par exemple, que vous connaissez tous, hein, Meta, c'est Facebook, Instagram, WhatsApp. Ils ont créé leur modèle d'intelligence artificielle qui s'appelle Llama.
Llama a des performances assez similaires à celles de ChatGPT. Sauf que Llama a été mis immédiatement en mode open source. C'est-à-dire que n'importe qui, aujourd'hui, de façon gratuite, peut télécharger le modèle Llama et l'exécuter directement depuis son serveur ou depuis son ordinateur, de façon complètement déconnectée de Meta. Donc, on télécharge le modèle, on l'exécute en local, sans aucune fuite de données vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'on peut même déconnecter Internet, le modèle d'intelligence artificielle va continuer à fonctionner. Hier, on faisait le comparatif, on m'a dit oui, en fait, c'est un petit peu comme si, c'est un peu la différence, comme si on télécharge un film et on regarde un film sur son laptop, ou alors on regarde le même film mais à travers Netflix. Bah, c'est exactement ça. Le film, si je l'ai téléchargé, il est enregistré sur mes serveurs et je vais pouvoir le consommer, le regarder sans connexion Internet du tout. Dans le cas de Netflix, eh ben, je vais pouvoir regarder le même film, mais la différence, c'est que je vais devoir être connecté à Internet et puis que ben, potentiellement Netflix, il va analyser ce que je regarde et c'est comme ça qu'ils sont aussi chez Netflix capables de faire des algorithmes d'intelligence artificielle, notamment de recommandation, en fonction de ce que vous avez regardé au préalable. Donc c'est exactement la même chose. Et ça, le fait qu'il y ait tout cet univers de l'open source qui a émergé en même temps que les grandes plateformes, bah, ça a permis justement de déployer de l'intelligence artificielle de façon sécurisée. Aujourd'hui, des modèles open source, il y en a des centaines disponibles sur le marché. Je vais vous en montrer quelques-uns. Mais Mistral, par exemple, a mis des modèles aussi en open source. Claude a des modèles en open source. Je vous l'ai dit, Llama a des modèles open source. Donc il y a plein de modèles aujourd'hui qui sont disponibles, qui ont des performances différentes, qui ont des tailles différentes, qui vont servir des use cases légèrement différents. Mais c'est ce qui permet justement de bâtir de l'intelligence artificielle souveraine, puisqu'à partir du moment où vous le déployez sur les serveurs de l'entreprise, eh ben, vous allez pouvoir les exécuter sans aucune fuite de données et vous créez votre chat GPT privé. Je vais vous donner quelques exemples. Alors, je vous montrerai quelques exemples de modèles open source juste après, et vous en citer quelques-uns en fonction des use cases. Peut-être un dernier point qui est intéressant sur ces modèles open source, je vous le disais, il y a des modèles de différentes tailles, je vous le montrerai tout à l'heure, et justement, c'est tout l'intérêt. Aujourd'hui, vous avez des tout petits modèles qui font que quelques millions de paramètres et qui vont pouvoir être déployés même sur un smartphone. Vous avez des modèles qui sont un petit peu plus gros et qu'on va pouvoir déployer sur un laptop. Des modèles qui sont encore un petit peu plus gros et qui vont être déployés sur un ordinateur un petit peu plus solide, un ordinateur de gamer avec une GPU un petit peu solide. Et vous avez des modèles encore plus gros qui vont nécessiter voilà une infrastructure GPU un petit peu plus conséquente, notamment quand on est dans un contexte professionnel, quand on est à l'intérieur d'une entreprise. Donc l'intérêt d'avoir vraiment des modèles de différentes tailles, c'est ce qui va permettre de pouvoir déployer de l'intelligence artificielle dans les entreprises, peu importe la taille de l'entreprise. Donc c'est pas parce qu'on est une petite entreprise qu'on ne peut pas déployer de l'intelligence artificielle souveraine, parce qu'encore une fois, les investissements en termes de hardware, en termes de GPU, ils sont pas si conséquents. Ça dépendra encore une fois de la taille du modèle. Alors oui, plus on prend un modèle de grande taille, plus le modèle va avoir des capacités de raisonnement, des capacités de connaissance. Forcément, quand on réduit la taille du modèle, on aura un petit peu moins de performance, ça paraît logique, mais à la fois ça permet d'exécuter des modèles, encore une fois, dans des environnements hardware qui sont plus limités. Si on prend un modèle comme GPT, hein, le modèle qui tourne derrière ChatGPT, on parle de trilliards de paramètres. Et ces trilliards de paramètres font que si on veut exécuter un modèle comme ChatGPT, eh ben, il va falloir un data center pour le faire tourner. L'avantage d'avoir des plus petits modèles, c'est qu'on va pouvoir les spécialiser. En fait, les modèles comme ChatGPT, je reviendrai sur ce point-là, c'est des modèles qui sont capables de tout faire. Ils sont capables d'écrire un poème, ils sont capables de faire une chanson et ils sont capables de drafter des emails et de faire un rapport stratégique. C'est très bien pour le grand public d'avoir un outil multitâche qui puisse tout faire en même temps. Et finalement, dans le monde de l'entreprise, est-ce que ça nous intéresse vraiment que le modèle soit capable d'écrire un poème en alexandrin? Bah, pas vraiment. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt qu'il soit capable de rédiger un courrier, de faire une offre commerciale, de rédiger une job description, mais finalement des tâches très spécifiques. Et dans ce contexte-là, c'est là que les modèles open source et les petits modèles sont très intéressants parce que finalement, pour réaliser une seule tâche très spécifique, on n'a pas besoin de ce grand modèle. On n'a pas besoin de modèles avec des trilliards de paramètres pour drafter une job description.
Donc je reviendrai sur ces éléments-là, mais c'est ces modèles open source qu'on va utiliser, notamment quand on veut créer des agents d'intelligence artificielle à l'intérieur des entreprises. On va récupérer ce modèle-là, on va lui donner accès à des données de l'entreprise, on va l'éduquer, on va lui donner des instructions, et ça va devenir un agent à l'intérieur de l'entreprise qui va être créé pour réaliser des tâches extrêmement spécifiques. Et c'est là, encore une fois, qu'on peut utiliser ces modèles. J'en reviendrai plus précisément dans quelques minutes sur ces thématiques et je vais vous expliquer comment on crée des agents d'intelligence artificielle, des super assistants qui peuvent accompagner et supporter les collaborateurs dans les différentes tâches quotidiennes. Il y a des questions, deux pour être précis. Donc, une Ouais. fois, quel LLM est utilisé par the Artificial Business? Alors, Et je peux déjà commencer par celle-là si tu veux. ouais, Chez The Artificial Business, nous, on est complètement agnostique des modèles utilisés. C'est-à-dire qu'en fait, une grande partie de notre job, et c'est là-dessus que Léo, mon CTO, passe énormément de temps, c'est justement de tester, de comparer les modèles et de choisir en fait le meilleur modèle en fonction du use case. Chaque modèle a des capacités légèrement différentes. Certains modèles vont être très bons pour interpréter de la documentation, d'autres vont être plutôt meilleurs pour faire de la traduction. Typiquement, si on prend un modèle Mistral, vu que c'est un modèle européen, il a été entraîné sur beaucoup plus de données de langage européen. Donc, si on veut faire de la traduction, effectivement, un modèle comme Mistral aura des meilleures performances comparé à des modèles américains qui, eux, ont été massivement entraînés sur la donnée américaine et qui maîtrisent beaucoup moins le français, l'allemand, même le luxembourgeois, etc. Donc, chaque modèle a ses petites spécificités et en fonction du use case qu'on traite dans l'entreprise, on va, nous, essayer de choisir le meilleur modèle, celui qui obtiendra les meilleures performances. Le deuxième enjeu avec ça, c'est encore une fois la taille du modèle. Nous, notre but, c'est de faire en sorte que nos clients, ils soient pas obligés d'acheter des grosses GPU ou qu'ils soient obligés de payer énormément en compute, hein, donc en puissance de calcul. Donc notre job, c'est toujours d'essayer de trouver le modèle qui permet d'obtenir les meilleures performances sur un use case donné et qui a la plus petite taille possible. Ça, c'est notre challenge et ça fait partie de notre expertise et de notre job au quotidien. parfait. La deuxième question, c'était est-ce qu'il y a un business model derrière les modèles open source? Moi, je pense a priori non. Non, non, C'est il y a aucun business model. L'idée, c'est vraiment de partager à la communauté, de faire en sorte que la communauté s'approprie ces modèles, les améliore dans certains cas. Donc, à partir du moment où c'est un modèle open source qu'on l'a téléchargé, on peut en faire ce qu'on en veut. Et quand je dis ce qu'on en veut, ça veut dire qu'on peut potentiellement le réentraîner, donc ce qu'on appelle faire du fine-tuning pour servir des use cases beaucoup plus spécifiques. Et c'est ça qui intéresse notamment les grandes entreprises, c'est de voir l'usage de leur modèle d'intelligence artificielle, de comprendre les use cases, de comprendre comment ils sont déployés et de voir la communauté finalement essayer de les améliorer en permanence. Et c'est là où ils en tirent un gain conséquent. Pas d'autres questions, Tom? non. Ok. Donc, je vous le disais, maintenant, on fait un focus un peu plus particulier sur justement ces modèles d'IA génératifs open source. Donc, c'est des modèles qui sont en pleine expansion. La communauté passe beaucoup de temps à essayer de les améliorer, à les réentraîner et les remettre à disposition du public. Ça permet vraiment d'accéder à des approches et des outils avancés de l'IA, donc notamment toute la partie agent que je vais essayer de vous décrire dans les prochains slides. C'est vraiment des outils qui favorisent les travaux collaboratifs. Ça permet encore une fois, et c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer, de les personnaliser. Donc sous différents formats. J'en reviendrai aussi dessus plus particulièrement tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a toujours en tête que si on veut que notre agent ou que notre intelligence artificielle de façon générale ait accès aux données de l'entreprise, il va falloir la réentraîner. C'est pas vraiment le cas. Finalement, le fait de faire ce qu'on appelle du fine-tuning, donc de réentraîner les modèles, c'est plutôt rare. L'immense majorité du temps, en tout cas de ce qu'on observe aujourd'hui sur le marché, les modèles d'intelligence artificielle sont plutôt en mode RAG. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce terme, mais on en parle de plus en plus. RAG, c'est en fait, je vais essayer de vous le schématiser de façon assez simple, c'est l'idée qu'un modèle d'intelligence artificielle puisse avoir accès à de la documentation, à des documents. Donc le modèle d'intelligence artificielle peut accéder à une base de données dans laquelle il y a des documents. Son job, en fait,
ça va être de vectoriser les documents et d'aller chercher l'information directement dans les documents. Donc la différence avec des modèles qui sont réentraînés, c'est que si on réentraîne le modèle, finalement la documentation va devenir son knowledge, son savoir, puisqu'en fait on l'a réentraîné avec les données. Ça devient partie intégrante du modèle. Alors que le mode RAG, bah, finalement, le modèle d'intelligence artificielle va uniquement consommer les documents et vous donner un feedback. Donc ça peut être sur des très larges documentations. Hein, voilà, j'upload un PDF de 500 pages qui est en fait le mode d'emploi d'une machine. Et donc, je vais pouvoir poser des questions directement sur le document. Alors, ça peut être, ça, c'est un use case qu'on a réalisé hein, pour un client. Voilà, quelle est la procédure de mise en marche de la machine? Qu'est-ce qui se passe si le voyant orange s'allume? Qu'est-ce que je dois faire quand il m'annonce qu'il y a une maintenance à réaliser? Donc vraiment tout le mode d'emploi, plutôt que se plonger dans un document PDF de 500 pages, de pouvoir avoir un agent IA qui me répond immédiatement sur les questions que je vais pouvoir lui poser ou qui va m'expliquer une procédure à réaliser. Donc l'agent RAG, il est capable, encore une fois, d'extraire de l'information, il va être capable de synthétiser, il va être capable de résumer, il va être capable de traduire. Donc c'est plutôt aujourd'hui, ce que j'observe sur le marché, c'est plutôt dans cette approche-là que l'intelligence artificielle est utilisée et peu finalement sur le réentraînement. Tant mieux, parce que finalement la technologie RAG c'est assez simple à mettre en place, c'est finalement assez peu coûteux et ça permet très très vite finalement de créer des agents d'intelligence artificielle assez performants. Je reviendrai sur ces éléments tout à l'heure. Je vous avais dit que je vous partagerai quelques modèles open source. Vous envoyez, c'est une petite sélection. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'est qu'il y a aujourd'hui des modèles open source qui servent quasiment tous les contenus. Vous voyez les premiers autour de la génération de texte. Donc génération de texte, vous allez trouver du Llama, du Mistral ou Mixtral d'ailleurs, qui a des performances très 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 intéressantes. Falcon, il y a Gemma, donc Google a mis un modèle d'intelligence artificielle aussi open source. Vous en avez beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui disponibles. Chacun, encore une fois, avec certaines spécificités. Et là, vous voyez par exemple Mistral 7 billions de paramètres ou Falcon 7 billions de paramètres. Donc encore une fois, c'est les paramètres dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la taille du modèle. Et donc on est quand même sur des modèles qui sont vraiment plutôt de petite taille et qui vont vraiment pas nécessiter beaucoup, beaucoup de puissance de calcul pour fonctionner. Vous avez des modèles des modèles open source, hein. Donc tous ces modèles sont vraiment des modèles open source. Vous pouvez les télécharger, vous pouvez les exécuter sur votre infrastructure, sur vos serveurs, sur votre ordinateur. Donc en image, il y a des Stable Diffusion par exemple, qui est le modèle, un des modèles les plus utilisés. Vous avez des modèles open source pour faire de l'audio, vous avez des modèles open source pour faire de la vidéo, voire même de la musique pour ceux que ça passionne. Donc aujourd'hui, on a vraiment une offre de modèles disponibles sur le marché qui est absolument énorme. C'est d'ailleurs, ça en vient à la question qu'on m'a posée tout à l'heure. Est-ce qu'on en utilise qu'un ou comment ça se passe? Bah non, ça nécessite vraiment de faire des benchmarks finalement, de pouvoir comparer les modèles, comparer leurs performances. Et plus il y en a, plus ça devient compliqué effectivement de tous les connaître et les tester. Donc les avantages, je vous les ai déjà présentés, donc je vais passer ça très vite, hein, mais c'est que ça permet d'accéder à des outils sans coût élevé, parce qu'encore une fois, ces modèles ils sont open source, je les télécharge, c'est gratuit. Je vais investir du temps pour les paramétrer correctement, mais en tout cas l'acquisition de ces modèles est complètement gratuite. Ça me permet de les personnaliser, donc les personnaliser dans la manière dont ils vont réagir et les personnaliser dans leur knowledge, donc dans les datas que je vais leur transférer. Et je vais revenir sur ce point-là juste après parce que c'est l'élément, à mon sens, le plus important quand on parle d'agent IA. Voilà, ça améliore la transparence et l'éthique de l'IA, puisqu'encore une fois, si les agents sont chez moi, ça veut dire que je peux ouvrir à n'importe quel moment le capot et expliquer en cas de contrôle, par exemple, dans le cas du IA Act, d'expliquer pourquoi l'agent a réagi comme ça, comment je l'ai éduqué à l'origine, quelles données je lui ai transmises, et puis quel a été son cheminement de réflexion pour me donner ce résultat-là. Je vous le montrerai aussi en live, la manière dont c'est ce qu'on appelle l'explainability AI, c'est-à-dire quand une intelligence artificielle vous donne un résultat, quand un agent vous donne un résultat, d'être capable de comprendre pourquoi il vous a donné ce résultat, à quel document il s'est référé. Et ça, c'est un avantage très, très, très intéressant quand on a des modèles open source. C'est que, en fait, quand l'intelligence artificielle, quand l'agent vous donne le résultat, vous allez pouvoir immédiatement voir quel document il a utilisé pour vous donner cette information, de quelle page, de quel paragraphe, de quelle ligne, finalement, c'est extrait l'information. Ça vous permet d'avoir quand même un élément de contrôle et de pouvoir être sûr qu'effectivement l'IA n'a pas inventé ou n'a pas eu un biais.
C'est cette approche aussi d'agents basés sur des modèles open source, c'est aussi particulièrement intéressant en termes de flexibilité et d'intégration dans les autres systèmes, puisqu'en fait les agents IA vont pouvoir être programmés pour interagir avec des outils internes. Alors ça, c'est effectivement ce qui est vraiment en train d'exploser sur le marché. On reçoit tous les jours nous des demandes d'entreprises qui veulent interagir, donc créer des agents qui vont interagir avec leur Odoo, par exemple. Alors Odoo, il y a beaucoup de demandes. Je vous partagerai d'ailleurs quelques exemples autour d'agents qui vont interagir et automatiser des tâches sur Odoo. Mais ces agents IA, en tout cas, ont cette capacité de pouvoir, à travers l'API, interagir, discuter, extraire de l'information, extraire de la donnée de logiciels internes. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Donc aujourd'hui, voilà, on a le choix, hein. Je vous ai présenté les deux approches. Il y a des solutions d'IA qui sont en SaaS, il y a des solutions qui sont on-premise. Et cette approche on-premise, elle permet d'avoir un contrôle total sur les données sensibles de l'entreprise. Je vous l'ai dit, de personnaliser des modèles. Donc en fait, la personnalisation de modèles, c'est en fait la création d'agents d'intelligence artificielle, d'agents IA. Sur le long terme, c'est une réduction de coûts, hein, puisqu'on ne consomme pas de l'externe, on a la main, on maîtrise ses coûts, on a une vraie visibilité sur le budget. On est conforme au RGPD, conforme à l'IA Act, puisqu'il n'y a absolument aucune donnée ne sort de l'entreprise. On est capable d'expliquer comment l'intelligence artificielle a fonctionné. Donc, sur des questions de réglementaire et de conformité, on est parfaitement aligné. Et puis, bien sûr, en termes de souveraineté, hein, on est dans ce contexte-là absolument pas dépendant de fournisseurs externes. Donc, si demain Microsoft décide d'augmenter de 15% ses prix ou 20% ses prix, ça n'impacte pas. Si OpenAI décide demain de doubler ses prix, ça n'impacte pas. D'un point de vue un petit peu plus général, quand on voit ce qui est en train effectivement de se passer aujourd'hui dans le monde, c'est une vraie question de la pérennité des outils, notamment US. Est-ce que les prix vont rester là? Est-ce que les prix potentiellement sont amenés à évoluer? On sait que l'Europe réfléchit, hein, et en tout cas utilise la menace d'infliger des droits de douane sur les services digitaux fournis par les entreprises américaines. Ça voudrait dire potentiellement que s'il y a des droits de douane, tous les outils que vous utilisez aujourd'hui, qui sont fournis par des entreprises américaines, peuvent, en termes de prix, complètement exploser. Donc, encore une fois, le fait d'avoir ces outils en interne, ça permet d'avoir une vraie pérennité. Euh, Petit avantage économique derrière tout ça, c'est qu'en fait, si vous créez vos agents IA en utilisant des intelligences artificielles à la base open source que vous allez éduquer, finalement, ces agents IA, ils sont chez vous et c'est votre propriété. Et sachant que c'est votre propriété, finalement, vous créez de la valeur économique pour votre entreprise. En fait, les agents IA deviennent un asset économique de l'entreprise. Et ça, c'est particulièrement intéressant et important, et c'est vraiment un sujet qui nous intéresse beaucoup chez The Artificial Business. C'est qu'on se dit, mais en fait, si les entreprises luxembourgeoises investissent dans l'intelligence artificielle, je vois pas pourquoi finalement cette valeur économique elle est transférée auprès de géants de la tech. Si une entreprise investit dans des agents d'intelligence artificielle, le minimum c'est qu'elle en tire une valeur économique, une valeur importante d'ailleurs. C'est le CIO d'une PME luxembourgeoise qui me disait récemment, il dit, mais en fait, si je comprends bien, ça veut dire que si demain je vends mon entreprise, je la vends avec les projets en cours, les bureaux, je les vends avec les contrats salariés en cours, mais aussi avec l'ensemble de mes agents IA qui font fonctionner mon entreprise. Donc oui, c'est un asset, c'est une valeur économique, et c'est aussi tout l'intérêt de pouvoir le faire de cette façon-là, donc de façon on-premise, et de pouvoir travailler sur les agents. Euh, donc, si je fais un focus un petit peu plus particulier, je surveille quand même le timing, mais si je fais un focus un petit peu plus particulier sur la question des agents, l'idée c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de casser l'horizontalité des outils génériques comme ChatGPT, Copilot. J'ai l'habitude de dire c'est des outils qui font tout et qui font rien. Quand je fais des formations, je me rends compte assez rapidement que les collaborateurs que j'ai en formation, au bout de quelques minutes, une fois qu'ils ont fait deux traductions d'emails et qu'ils ont drafté trois courriers, finalement assez vite ils savent plus quoi faire avec l'intelligence artificielle. L'idée de créer des agences, c'est au contraire d'amener de la verticalité, c'est-à-dire non pas d'avoir un outil qui fait tout et qui fait rien à la fois, mais plutôt d'avoir un assistant, d'avoir un agent qui va réaliser une tâche très spécifique. Alors cet agent-là, il ne saura pas vous écrire un poème en alexandrin, mais en revanche, on l'aura éduqué pour qu'il soit capable de réaliser cette tâche spécifique, mais de la faire bien.
Et c'est là où on a vraiment une approche très très différente, et même en termes d'adoption dans les entreprises, puisque ça permet aux collaborateurs de pas être face à un outil, encore une fois, qui ferait tout, mais plutôt de se dire, eh ben, dans les tâches quotidiennes que je vais devoir réaliser, je sais qu'il y a un ou des assistants qui vont pouvoir m'accompagner et qui ont été entraînés, créés, dédiés à m'accompagner dans cette tâche spécifique. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant dans l'approche. Donc, un agent d'IA, il est capable d'effectuer des tâches de façon plus ou moins autonome, hein. Donc, ça peut être uniquement un assistant ou alors réaliser réellement la tâche de façon complètement automatique. Bah, ça peut être un vrai assistant pour les collaborateurs. Ça permet d'améliorer et d'évoluer avec le temps. Donc, on va pouvoir faire évoluer ces agents au fur et à mesure bah, qu'on a de la donnée, au fur et à mesure qu'on change un process, au fur et à mesure qu'on a envie de lui transmettre du knowledge. Donc, c'est un petit peu comme un stagiaire, hein. Il rentre dans l'entreprise avec un savoir minimum et je vais le faire grandir, je vais l'éduquer finalement avec le temps. L'avantage, c'est que bah, les agents IA, ils peuvent traiter et analyser des volumes absolument gigantesques de données extrêmement rapidement. Ils peuvent donner des recommandations, ils peuvent faire des analyses prédictives. Et donc forcément, de façon globale, ça améliore largement l'efficacité, hein. C'était tout l'enjeu de l'étude d'Harvard que je vous ai partagé tout à l'heure. Et surtout, ça réduit les erreurs humaines. Donc l'idée, ça va être, enfin, en tout cas, l'impact principal de l'intelligence artificielle et des agents IA, c'est sur les tâches répétitives. L'idée, ça va être de les automatiser, d'apporter de la valeur ajoutée finalement aux collaborateurs et à l'entreprise, de récolter des insights, de pouvoir faire des assistants virtuels. Je vous donnerai quelques exemples un petit peu plus concrets d'agents IA qu'on peut créer aujourd'hui. Mais vraiment, cette idée d'automatiser les tâches répétitives, c'est là où l'intelligence artificielle est la plus performante et pertinente. D'ailleurs, quand j'interviens dans les entreprises, c'est une question que j'adore poser parce que c'est vraiment comme ça qu'on fait émerger des use cases. C'est de poser la question aux collaborateurs, si demain la direction te mettait à disposition un assistant, quelle tâche de ta journée tu lui confierais? Et souvent, c'est les tâches que les collaborateurs apprécient le moins. Et c'est là où l'IA va vraiment être la plus performante et la plus pertinente. Dans quelques exemples basiques de use case, je vous en partage quelques-uns qui sont assez généralistes, mais pour le coup, c'est des use cases qu'on a déjà réalisés. Use case sur toute la partie administrative. Donc, c'est des agents qui vont être capables de drafter des lettres, rédiger des emails, orienter des emails. Donc, un agent qui va être capable de prendre tous les emails entrants, d'analyser les emails entrants dans l'entreprise et de pouvoir ensuite les ventiler vers les bonnes personnes ou vers les bons services, voire de préparer des réponses, drafter des réponses automatiques. Donc, bah tiens, j'ai Thomas qui a écrit un email parce qu'il n'était pas satisfait d'un service, ou pas. Tiens, j'ai Thomas qui m'a envoyé un email parce qu'il avait pas reçu sa dernière facture. Bah, immédiatement, l'agent IA va être capable de comprendre en fait qui est ce client-là, quelle est la problématique. Son problème, c'est la facture, et donc de pouvoir tout de suite ventiler l'email vers le service comptabilité, voire potentiellement directement se connecter à la base de données et aller chercher la facture en question. Bien sûr, tout ce qui est traduction, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fonctionne très bien. Relecture, classification d'emails, je vous l'ai expliqué. Euh, et puis support, préparation de notes, communication, compte rendu de réunion. Voilà, là c'est vraiment des cas où les agents IA vont être particulièrement performants. Sur la partie légale, on a eu pas mal de demandes là-dessus. Donc toute la partie RGPD, IA Act. Alors là, c'est assez intéressant. Ça dépend vraiment des cas. Soit c'est parce que certaines entreprises ont un goulot d'étranglement au niveau des juristes, et ce qui fait potentiellement prendre du retard à certains projets. Soit c'est parce que c'est des entreprises qui n'ont pas de juristes à disposition et qui ont souvent des questions assez basiques. L'avantage, c'est quand on crée un agent IA autour du RGPD, finalement, il n'y a pas tellement d'interprétation au RGPD et il n'y a pas tellement de jurisprudence. Donc, ça permet d'avoir vraiment des agents IA qui soient assez performants. Tout ce qui est marketing, là aussi, on a des agents qui sont vraiment performants. Donc, sur la préparation de plans marketing, toute la partie brainstorming, là aussi, c'est intéressant. Encore une fois, gardez en tête que quand on crée un agent IA, on va l'éduquer. Donc, l'agent IA connaît l'entreprise, il connaît les valeurs de l'entreprise, il connaît les missions de l'entreprise, il connaît la manière de communiquer habituellement de l'entreprise. Donc, il va se servir finalement de tout ça pour vous apporter sa créativité. On a créé pas mal d'agents de community management parce que finalement, peu d'entreprises ont des community managers salariés. Et donc, ça permet d'avoir encore une fois un agent qui est capable de vous préparer toute votre communication digitale, de vous faire les posts sur les réseaux sociaux, de pouvoir répondre aussi sur les réseaux sociaux,
tout en conservant, encore une fois, la manière de communiquer l'entreprise et en maîtrisant parfaitement sa communication. Toute la partie aussi de création visuelle, et aujourd'hui il y a vraiment des modèles qui sont super intéressants, comme Let's AI par exemple, hein, qui est un fournisseur luxembourgeois avec qui on travaille nous beaucoup. Et là, d'un point de vue marketing, c'est vraiment intéressant puisqu'on peut maintenant vraiment intégrer des produits dans l'image. Donc, si je vends un aspirateur, par exemple, eh ben, je vais pouvoir uploader des photos de mon aspirateur et ensuite, à travers mes requêtes sur le modèle, dire, bah, tiens, je veux mon aspirateur sur la Lune. Euh, voilà. Et directement, l'image qui va se générer, ce sera bien mon produit et mon logo, ou je peux aussi ajouter mon logo, et donc mon logo sur la Lune. Et ça, c'est en termes de contenu marketing, c'est assez intéressant. Toute la partie customer service, hein, donc encore une fois, l'avantage des agents IA, c'est qu'ils sont capables de parler toutes les langues. On peut leur donner toute la documentation, bah, des questions par exemple qui sont le plus posées ou qui reviennent le plus souvent, leur donner la réponse qui a été validée en interne, et à ce moment-là, l'IA va être capable de répondre directement au client. On a toute la partie HR. Alors là, pour le coup, les agents d'intelligence artificielle sur la partie RH, je ne sais pas pourquoi, mais c'est sûrement les use cases qui sont aujourd'hui le plus demandés sur le marché. Ça va être pour drafter des job descriptions, comparer les CV des candidats, notamment exclure tous ceux qui sont absolument pas intéressants, hein. Bah, je voulais quelqu'un qui parle les trois langues nationales, alors qu'il parle que anglais. Bon bah ok, directement j'exclus les CV, je vais me concentrer sur les CV uniquement les plus pertinents, préparer les interviews, comparer les notes après les interviews. Un des agents qui fonctionne très bien et sur lequel il y a beaucoup de demandes, c'est la partie plutôt onboarding de nouveaux collaborateurs et puis la partie information des collaborateurs. C'est un use case qui fonctionne très bien parce que souvent la documentation sur le fonctionnement de l'entreprise, la documentation existe. Sauf que la majorité des collaborateurs ont pas tellement envie d'aller se plonger dans les PDF. Typiquement, c'est toutes les questions autour des congés, du télétravail. Si je réside en France, combien de jours de télétravail j'ai droit? Enfin, toutes ces questions-là, finalement, qui régissent le fonctionnement d'une entreprise. Bah, ça permet, de libérer les RH qui, eux, passent beaucoup de temps à répondre à des questions et toujours les mêmes questions dans la journée. Donc, c'est un gain de temps au niveau du service RH qui est assez facilement mesurable. Et puis, ça permet aussi aux collaborateurs d'avoir une réponse instantanément, donc de pas avoir besoin d'attendre qu'il y ait un retour à son mail. Donc, c'est un gain pour tout le monde. Et ça, typiquement, c'est des use cases qui marchent très bien. Je vous l'avais dit, je regarde le temps, mais on peut faire des automatisations grâce à Odoo, hein, donc la rédaction de devis de façon complètement automatique. L'assistant, l'agent IA peut poser des questions. Bah tiens, c'est quel est le nom du client, combien de produits, etc. Il va aller collecter les prix de façon automatique via l'API sur Odoo et il va pouvoir préparer, drafter complètement la préparation du devis avec un envoi automatique au client. Et ça dans un temps hyper restreint. Donc c'est une vraie qualité pour le client. Relance de clients dormants, ça c'est un sujet qu'on traite pour un client luxembourgeois. Il a une grosse base de données sur Odoo de clients dormants qui n'ont pas acheté chez lui depuis un- un certain temps. Bah, son but, c'est d'essayer de relancer, de capitaliser finalement sur cette base de données. Et donc, ben, l'idée, c'est de créer un agent qui va être capable d'analyser cette base de données de clients dormants, de pouvoir prioriser les relances, identifier les profils de clients, enfin préparer une note stratégique pour les commerciaux qui explique pourquoi ce client, son historique et par quelle approche commerciale il va falloir essayer de le relancer. Et donc de préparer au mieux les rendez-vous commerciaux sur tel ou tel produit. Typiquement, bah voilà, je sais que ce client-là, il achète du sel au mois de novembre en général. Bah tiens, je vais peut-être commencer à le solliciter au mois d'octobre ou au mois de septembre, en lui proposant des prix plus adaptés et anticiper sa commande, par exemple. Mais ouais, c'est un exemple parmi tant d'autres. Résumé d'email et sauvegarde dans les notes de vente d'Odoo, bah voilà, là c'est typiquement aussi un système d'automatisation sur Odoo. Quand un email est reçu avec un libellé spécifique, bah, il est renvoyé directement au LLM. Le LLM, donc le modèle, l'agent, lui va résumer l'email qui est rentré dans l'entreprise. Et puis derrière, il va créer automatiquement dans Odoo une opportunité commerciale avec l'objet d'email comme titre et puis un résumé comme une note interne. Celui-là, il est vraiment intéressant. C'est un agent qui est capable de préparer des réponses à appel d'offres. Les réponses à appel d'offres, c'est une vraie problématique pour les entreprises.
en général. Ça prend beaucoup de temps. On a des chances de succès qui sont parfois assez minces. Et donc, il y a un vrai problème. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne répondent pas à des appels d'offres alors qu'elles pourraient être éligibles uniquement parce qu'elles n'ont pas de temps et d'énergie, enfin, d'efforts à investir sur ces appels d'offres. Et dans ce contexte-là, on est capable aujourd'hui de créer des agents IA qu'on éduque en leur donnant tous les appels d'offres que l'entreprise a déjà gagnés. On va donner les fiches techniques des produits, on va donner le pricing des produits qu'on commercialise, et ensuite on va injecter un nouvel appel d'offres et on va demander à l'intelligence artificielle ou à l'agent de répondre de façon automatique. Ce qui devient intéressant quand on est dans un contexte multi-agent, c'est qu'en fait, quand il y a plusieurs agents qui ont été déployés dans l'entreprise, c'est que les agents entre eux vont pouvoir collaborer de façon autonome. Et typiquement, l'agent qui répond à l'appel d'offres, il va identifier que peut-être il va y avoir besoin d'un project manager. Et l'agent de façon autonome va contacter l'agent HR. Il va lui dire tiens, quelle est la personne la mieux placée dans l'entreprise, quel est notre project manager le mieux placé pour ce projet-là. L'agent HR va lui dire c'est Thomas parce que Thomas a déjà fait 2 projets similaires pour le même client. Et à ce moment-là, l'agent qui répond à l'appel d'offres va pouvoir intégrer directement Thomas dans sa réponse à l'appel d'offres. Il va pouvoir ensuite aller discuter avec l'agent financier, dire tiens, quel est le rate journalier de Thomas? Ah Thomas, c'est le prix là, ok, et il l'intègre directement dans sa réponse. Donc, je vous introduis juste l'idée des systèmes multi-agents, c'est le moment où on a plusieurs agents IA dans l'entreprise qui vont être capables de travailler ensemble de façon complètement autonome. Bon, je passe un petit peu plus rapidement cette partie-là, mais vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée de l'entreprise de demain. Si on se projette un petit peu et qu'on imagine qu'une entreprise demain aura peut-être 5, 10, 15, 20, 50 agents qui feront finalement une espèce de digital twin de l'entreprise, c'est un petit peu cette idée. Imaginez si chaque collaborateur avait son propre assistant. Imaginez le gain de productivité, d'efficience de l'entreprise. L'IA, ça permet aussi de garder le knowledge en interne, hein, puisqu'en fait, comme je vous l'ai dit, on éduque les agents IA sur vos process, sur vos méthodes. Donc en fait, il gardera ces méthodes et ces process ad vitam aeternam. Donc finalement, les entreprises sont beaucoup moins dépendantes de l'humain, sont beaucoup moins dépendantes du turnover. Finalement, c'est pas parce qu'on a perdu le collaborateur que tout le knowledge est parti avec lui, puisqu'en fait, tout le contenu qu'il a généré pendant sa carrière dans l'entreprise a été ou est utilisé pour alimenter des agents IA et par conséquent, l'agent IA maîtrisera parfaitement le sujet et lui, il sera capable d'appliquer et de connaître le process ad vitam aeternam. Pour terminer, pour créer un bon agent IA, c'est assez simple. Je pense que vous l'avez compris puisque j'en ai déjà parlé, j'ai déjà introduit le sujet, mais il y a 2 éléments, on va dire même 3 éléments essentiels pour créer un bon agent IA. Le premier, c'est la digitalisation. Il va falloir qu'on donne accès à la data à cet agent. Donc, c'est important d'avoir de la data clean, accessible, actuelle, qu'on sache où elle est, facilement utilisable. Et puis le deuxième aspect, c'est la définition des process. Si on n'explique pas à un agent IA comment il va devoir agir, vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'agent IA va décider de lui-même. Donc, il va appliquer ses propres process. Donc, c'est important de lui expliquer. Voilà, pour telle tâche, tu vas devoir analyser tel document et tel document, tu vas devoir appliquer telle méthodologie, tu vas devoir respecter tel processus. Donc, si on est capable de lui donner de la bonne data, on est capable de lui donner les bons process, derrière le troisième élément, c'est d'utiliser le bon modèle d'intelligence artificielle, celui qui est le plus adapté pour le use case qu'on cherche à mettre en œuvre. Et à ce moment-là, on a vraiment le trio gagnant. De la bonne data, des bons process, le bon modèle d'IA, on est capable de créer un bon agent dans ce contexte-là. Voilà, donc ce que je vous disais tout à l'heure, la bonne stratégie pour implémenter l'IA, c'est éduquer ses collaborateurs. L'idée, c'est vraiment d'inspirer, de créer de l'inspiration pour identifier les bons use cases ensuite. Une fois qu'on sait ce que c'est que de l'IA, ce que c'est que des agents IA, on va essayer de se projeter et d'identifier les use cases, aller chercher tout de suite des quick wins. Ça sert à rien d'aller chercher des use cases trop complexes. Je vois trop d'entreprises qui se cassent les dents à essayer d'imaginer des use cases hyper compliqués, alors que souvent il y a vraiment des agents qui sont très très simples, qui fonctionnent très bien et qui vont tout de suite aller chercher du gain pour l'entreprise. Il faut toujours bien définir le cahier des charges des agents, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Il faut des process extrêmement clairs parce que sinon vous allez créer des agents qui vont faire un peu tout et n'importe quoi et ça va créer beaucoup de frustration en interne. Tester, améliorer. Donc encore une fois, les agents c'est comme des stagiaires, hein, ils sont pas parfaits tout de suite au départ, donc il va falloir les faire monter en compétences. Les bonnes technologies, les bons partenaires.
chacun son métier. Il y a des entreprises comme The Artificial Business hein, qui sont là pour créer des agents IA, pour déployer les bonnes technologies. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire ou rien essayer de faire tout seul, mais au bout d'un moment, si on veut vraiment quelque chose de pérenne et de solide dans le temps, de quelque chose de réellement professionnel, il faut avoir une approche aussi beaucoup plus structurée. Et puis encore une fois, les agents, bah, il faut prendre le temps de les construire au fur et à mesure. C'est pas demain. C'est un phénomène de transformation. Donc, vous pouvez dire, ok, on va créer 3 agents cette année, 3 agents l'année prochaine et trois agents l'année d'après. Encore une fois, gardez quand même en tête les aspects de sécurité et de souveraineté. Ça reste vraiment vraiment important. Tom vous l'a dit tout à l'heure, il y a plein d'aides aujourd'hui pour se lancer dans l'intelligence artificielle hein, à Luxembourg. Il y a le Fit for Digital AI, qui est une aide éligible à entre 10 et 100 000 euros, subvention jusqu'à 50% par le gouvernement. Là, l'idée, c'est vraiment toute la partie amont, donc vraiment la préparation de la feuille de route, le choix des technos, le cahier des charges des agents. Donc, c'est vraiment toute la partie, l'identification des process. Donc c'est vraiment toute la partie étude en amont du déploiement. Et ensuite, il y a le SME package. Vous avez déjà eu les informations. Ah, désolé pour l'alignement qui est pas tout à fait correct. Mais là, effectivement, c'est vraiment le déploiement de la solution entre 3 et 25 000 euros. Et donc jusqu'à 70%, enfin, jusqu'à 70% des coûts qui sont éligibles. Voilà, c'est tout pour la présentation. Ce que je pouvais, alors je vous avais promis de vous montrer, hop, je reviens sur cette page-là. Pour terminer, c'est effectivement donc les modèles open source. Là, je vous montre un exemple typiquement de notre plateforme. Vous avez la possibilité de choisir plein de modèles open source différents. Je vous l'avais dit tout à l'heure, il y a Mistral, il y a Llama, il y a Gemma. Vous en avez plein, plein, plein des différents avec des tailles assez différentes. Si je prends un lama, par exemple, voilà, je vais pouvoir lui envoyer un prompt quelconque. Et donc, je vais pouvoir avoir une réponse en temps réel. OK, avec un modèle lama. Donc, on est vraiment sur un équivalent de ChatGPT. Ce qui est assez intéressant, c'est que je vais pouvoir mettre plusieurs modèles en comparaison. Donc, si j'ai pris un lama et puis je vais pouvoir mettre un Mistral, par exemple. Hop, et je vais pouvoir relancer. Bah, d'ailleurs, je vais relancer une conversation. Hop, je vais faire la même chose. Je vais mettre un Mistral. Et je vais pouvoir avoir la comparaison de plusieurs modèles en parallèle. Je peux en mettre autant que j'en veux et ça permet de voir finalement quel modèle donne les meilleurs résultats sur une thématique, de pouvoir faire des comparaisons et de pouvoir choisir finalement les modèles qu'on apprécie plus particulièrement. Ce que je voulais surtout vous montrer au-delà de ça, mais ça c'est juste pour vous montrer que des modèles, il y en a plein, des modèles open source, on peut les tester, on peut les expérimenter, c'est assez simple à faire. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'est donc si on active plusieurs agents. Donc ça permet, alors là c'est différents agents, hein, c'est juste pour l'exemple qu'on a créé en s'amusant un petit peu, un agent de comptabilité, un agent marketing, ça c'est un mode d'emploi d'une machine à coudre, ça c'est un représentatif de l'entreprise, bref, c'est plein d'agents différents. Et ces agents-là, si je recommence une nouvelle conversation, je vais pouvoir, par exemple, demander de créer un plan marketing complet pour une campagne de communication sur LinkedIn qui m'inclut le budget et le contenu. Et si je lance, vous voyez que là, j'ai des AI teams. Donc, c'est-à-dire que plusieurs agents vont travailler ensemble. Alors, j'aurais peut-être pas dû le lancer en double. Ça va prendre peut-être un peu plus de temps. Mais ce que je veux surtout juste vous montrer en fait dans la démarche, c'est que vous voyez qu'en fait euh, ma team d'AI, donc d'agents IA, va réfléchir. Donc ils se disent ok pour créer un plan marketing complet, voilà ce que j'ai besoin, voilà comment je dois fonctionner. Derrière l'assistant, donc il demande au manager, donc pour créer un plan marketing complet, voilà une ligne, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de faire un budget. Et donc là ils sont en train de réfléchir. Et donc, ils vont regarder quels agents IA sont disponibles aujourd'hui. Et donc, ils vont dire, bah, tiens, pour faire ce projet-là, j'ai besoin d'un agent marketing. L'agent marketing qui est dispo, hein, que j'ai activé tout à l'heure, il va sûrement aller chercher l'agent comptable et il va aller chercher différents agents pour être capable de me construire mon plan marketing complet. Alors là, il met un petit peu de temps parce que j'en ai lancé plusieurs en même temps, donc je vais laisser réfléchir, mais je peux passer aux questions et dès qu'il aura fini de construire le plan complet en incluant les budgets, etc., je vous le montrerai. Parfait. Un grand merci déjà.
Alors, on a plusieurs questions. Donc, la première, c'est d'un point de vue européen, est-ce qu'il faudra favoriser Mistral par rapport à ChatGPT? Ou Alors oui, moi j'ai plutôt tendance effectivement à privilégier Mistral et à privilégier des technologies européennes. À titre personnel, oui, si on parle de souveraineté dans l'intelligence artificielle, essayons d'utiliser des outils européens. parfait. Puis, on a une question sur comment devenir un pro concernant l'IA. Ben, c'est Le- une Se partie, ce sont former, les se formations. former, se former. Oui. Eh oui, absolument. Et je souhaite aussi mettre la lumière sur le DLH ou la House of Training qui, eux, ont des formations. Le DLH, ça coûte 4 euros par heure de formation, donc c'est assez intéressant. Donc, n'hésitez pas à visiter les deux sites. Ou soit aussi à la chambre de métier, mais là, on a un peu moins d'options. Puis, on a une question sur la thématique du asset. Est-ce que c'est comptabilisé dans le bilan ou c'est plutôt un avantage qui sera valorisé en revente alors? Alors c'est une super question. Aujourd'hui, c'est pas encore réellement valorisé en tant qu'asset dans le bilan comptable, mais pour en discuter très régulièrement, notamment avec des Big Four, l'avenir et assez rapidement on va arriver à ça. Et je pousse d'ailleurs dans ce sens-là, encore une fois, si les entreprises investissent sur leur intelligence artificielle, c'est important que ce soit valorisé au bilan comptable. Donc c'est particulièrement intéressant, notamment aussi pour des startups qui se créent. D'accord. Puis, est-ce que les versions payantes, ChatGPT, Gemini, Mm. sont plus protégées au niveau RGPD ou c'est... Ouais, ça c'est aussi c'est une question qu'on me pose toujours. Officiellement oui. Officiellement oui, puisque si vous passez en version payante, OpenAI vous dit qu'ils vont pas utiliser vos données pour réentraîner leur modèle. Maintenant, encore une fois, ce qu'il faut être conscient, c'est que la donnée, elle sort de chez vous. Voilà. Donc personne ne peut vous garantir que il y aura pas un problème quelque part. Ouais. Et comme ce sont souvent des sociétés américaines, ils ne tombent pas peu sous le RGPD européen. Est-ce qu'il y a d'autres conférences à ce sujet? Bon, pour la Chambre des métiers, bien sûr, mais pour le moment, je n'ai rien à annoncer, mais on va sûrement traiter le sujet encore dans le futur. Ça, c'est sûr. Puis, une question plus spécifique, est-ce qu'il y a une IA pour le home staging? Donc, Oui, il y en a plein. Il y a beaucoup d'IA pour le home staging. Ça, je vous laisse chercher sur Internet, mais vous trouverez très facilement. Ou alors justement aller sur ChatGPT et demander lui ouais. des IA pour le home staging. Mais il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a eu des très, très grosses évolutions récemment, donc ça fonctionne très, très, très bien maintenant. Combien de temps il faut prévoir pour l'entraînement d'un agent, donc de manière d'être stagiaire à ce qu'il est vraiment performant dans ses réponses? Très, 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 très difficile à estimer. Tout dépend du use case en fait de l'agent. Si c'est un use case extrêmement complexe ou si c'est un use case assez simple. Typiquement, je vous parlais tout à l'heure d'onboarding de nouveaux collaborateurs. Ça, c'est des Mhm, agents qu'on est capable de faire très, très rapidement avec des niveaux de performance très, très bons. mhm, Et là, on mhm, parle de quelques heures, hein, mhm, quelques jours. Pour mhm, certains use cases d'agents très complexes, effectivement, il va falloir le faire évoluer dans le temps. Ce qu'il faut juste pas oublier, c'est qu'au-delà de le faire évoluer, il va falloir le maintenir. Parce que imaginez, vous faites un agent spécialisé sur le RGPD. En 2027, il y a une évolution du RGPD avec une nouvelle réglementation à prendre en compte. Si vous mettez mhm, pas à jour votre agent, bah effectivement, et shit in, shit out, il va vous donner du mauvais résultat. Donc c'est mhm, absolument essentiel de veiller en permanence à ce que les agents gardent le bon knowledge pour pouvoir continuer à vous fournir du résultat de qualité. mhm. Parfait. Alors ici, il y a une question. Si je comprends, votre plateforme fonctionne un peu comme Mammut. Mais on-premise avec des agents open source. Ouais, on est effectivement dans cette idée-là, c'est assez similaire, avec des spécificités quand même. Là, j'ai pas eu le temps de vous montrer, puis c'était pas le but de vous montrer ma plateforme, hein. Moi, ce que je voulais juste vous montrer, c'est qu'on pouvait exécuter tout ça on-prem. Mais oui, oui, effectivement, c'est la même chose. La plateforme est déployée on-prem, les agents sont déployés on-prem.
D'accord. Puis on a une question. Pourquoi hoster chez Amazon plutôt que chez OVH qui propose C'est une leur... bonne question. C'est une bonne question. Je me suis fait prendre à mon propre piège. Et alors pourquoi je l'ai fait? Je vous ai montré la version là. C'est juste que j'ai eu la demande récemment d'un client à Luxembourg qui voulait hoster chez AWS. Et donc on a dû faire le déploiement sur AWS. Et c'est pour ça que je vous le montrer là en version AWS. Je peux vous Mhm. montrer. J'ai une autre version qui est déployée sur le HPC. Hein. D'accord. Nous ça tourne sur Melusina aussi. C'est là aussi on s'adapte complètement au choix du client. Soit il a son cloud et on va déployer à l'intérieur de son cloud, soit il va vouloir acheter de la GPU sur ses serveurs physiques dans ses bureaux, soit il peut aller consommer même du HPC, donc du Melusina. Vraiment, c'est à lui de voir ce qu'il préfère comme architecture hardware. Mhm. D'accord. Et puis on a une dernière question. Quels outils recommandez-vous pour concevoir et hoster on-premise un agent IA? Alors, encore une fois, tout dépend du use case. C'est complètement variable. Tout dépend de la documentation qu'il va devoir consommer. Tout dépend comment est stockée cette documentation. Est-ce qu'elle est dans une BD, dans une base de données? Est-ce qu'elle est à travers une API dans un logiciel? Donc là, c'est justement le job de nous, ce qu'on fait en permanence. Ça va être de Mhm. trouver le meilleur moyen de construire l'agent Mhm. en fonction du use case qui est défini. Mhm. Peut-être, j'ai vu qu'il avait terminé, donc je voulais juste vous Ouais. montrer rapidement le résultat. Tant qu'on parlait, hop, si je reviens ici. Donc voilà, juste pour vous montrer en fait ce qui s'est passé. Il y a eu les éléments de réflexion. Donc voilà, on doit créer le plan marketing. Donc c'est l'agent marketing hein, qui est rentré dans la boucle, qui a commencé à se préparer. Il y a un autre agent qui est intervenu, qui a donné ses réponses. Et donc, c'est des agents qui ont été capables de travailler de façon collaborative et de façon complètement autonome pour me donner un résultat. Et donc, j'ai un agent qui finit par me résumer. Donc, c'est vraiment l'idée qu'en fait, plusieurs agents soient capables de collaborer entre eux de façon complètement autonome. Un agent financier, un agent marketing, et l'agent marketing va donner son input. L'agent financier, tout de suite derrière, va être capable de chiffrer. Et donc, on a vraiment ce travail collaboratif. Mhm. Parfait. Euh, je ne vois plus de questions, a priori, donc. Oui. Comme déjà mentionné, vous avez deux aides si vous souhaitez maintenant déployer l'IA ou explorer un peu plus les opportunités. Vous avez le Fit for AI pour la partie consultance et exploration de projets et puis le SME Package pour vraiment la mise en service d'une solution IA. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Comme déjà mentionné, nous allons envoyer la présentation par après et l'enregistrement va aussi être partagé dans la semaine prochaine ou la semaine d'après. euh, donc, pour être revu. Donc, un grand merci à Monsieur Friedrich pour cette Merci présentation beaucoup, Tom. Merci pour intéressante l'invitation. et je souhaite encore une bonne journée. Bonne journée à tous.